Bonjour, d'abord je suis ravi d'être là, merci François. C'est une vieille amitié qui nous unit et qui unit Challenge aux entretiens de Valpré, c'est toujours passionnant. J'étais très intéressé par Emmanuel Faber et je me rappelle ce débat épique sur la rémunération qu'on avait eu effectivement avec Cécile Renoir il y a quelques années ici. Mais ça va, on va bien au-delà de ces sujets bien sûr. On va revenir en arrière assez brièvement sur cette espèce de crash test qu'on a tous eu, hein, le monde entier. C'est quelque chose d'inouï qui s'est passé tout de même, d'un point de vue humain, managérial, sur toutes les facettes que peut avoir l'entreprise. Et on a 3 personnes ici qui ont vécu ça, des postes de responsabilité. Et je voudrais juste les faire témoigner de 2-3 exemples, se rappeler ce qui s'est passé dans vos différents secteurs d'activité. Et puis ensuite, naturellement, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir, vous avez fait, ou le personnel, ou l'entreprise a fait preuve de courage à ce moment-là, et quelles leçons en tirer aujourd'hui et pour demain. Alors peut-être, Valérie Martin, vous êtes une patronne d'un EHPAD, d'un grand EHPAD qui est indépendant. Et vous avez beaucoup fait parler de vous parce que vous faites partie de ces EHPAD où le personnel a accepté de s'enfermer avec les patients, les résidents. Donc une expérience tout à fait incroyable que vous avez racontée dans un livre qui s'appelle « Moi, Villanova », c'est ça Moi, Villanova, confidence d'un confinement. Voilà, donc c'est l'EHPAD qui parle en fait, et qui raconte, c'est tout à fait intéressant. Alors, peut-être 2 mots sur donc, la façon dont ça s'est passé, et puis ça n'a pas dû être quand même très facile, et comment à ce moment-là il a fallu faire preuve de courage. D'accord, merci beaucoup. Donc, effectivement, tout a commencé le 6 mars 2020. Où j'ai pris la décision d'annoncer aux familles qui étaient présentes de quitter les lieux, puisqu'il y avait déjà trop d'embrassades, trop d'amour, pas de distance, et le danger était déjà là, dans nos EHPAD. Le 6 mars, on est avant l'allocution télévisée du président de la République, une semaine avant, oui. Oui, ça fait partie aussi un peu de ma personnalité. Je vois un petit peu ce qui va se passer. Donc voilà, par rapport à ça, j'ai pris cette décision qui a été évidemment reçue avec beaucoup d'agressivité, que je comprends tout à fait, hein, quand je suis passée dans toutes les chambres, de dire aux familles, aux parents, aux maris, aux épouses, écoutez, vous avez 30 minutes pour dire au revoir à vos parents, parce que je ferme la maison. Voilà. Et une semaine après, donc ça s'est fait vraiment naturellement. J'étais dans mon jardin et je vaquais à mes occupations. Et là, je me suis dit, mais tu as une chance, Valérie, mais tu as une chance. Tu as la chance de bouger. Tes résidents, parce que pour moi, ce sont mes résidents, même si c'est en fait, c'est les parents de beaucoup de personnes, mais pour moi, c'est ma responsabilité humaine. Hein. Tes résidents vont être enfermés. Mais c'est pas possible. Enfin, je peux pas. Et là, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai téléphoné au président de l'association en disant, voilà, Serge, j'ai décidé de m'enfermer. Est-ce que tu es d'accord? Il m'a dit, oui, bien sûr, vas-y, fonce. Et après son accord, sur un papier, j'ai marqué comment on va payer le personnel, parce que nous sommes une association à but non lucratif, absolument pas cotée au 440, hein, donc établissement habilité et aide sociale, donc je dépends complètement de Lyon Métropole et de l'ARS, aucune marge de manœuvre. Après, il fallait assurer la vie privée aussi. Hein. Le personnel qui allait dormir sur place, il fallait leur préparer quand même un endroit à eux pour qu'ils se ressourcent, etc. Enfin, plein de questions. Et à chaque fois, j'avais les réponses. Et le lundi, donc j'ai vu les cadres intermédiaires, mes collaboratrices, en disant, voilà, j'ai une idée. Et là, comme Valérie a une idée, tout le monde prend peur. J'ai dit, voilà, on fait ça, ça, ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, super. Par contre, on est lundi, le mercredi à 6h45. Il faut qu'on soit au taquet. Et on était 29.
Voilà. 29 sur combien vous étiez? On était 29 sur 60. D'accord. Voilà. Et comment on fait? Parce que c'est quand même un peu comme prendre le maquis, hein, quand on est, je sais pas, alors il y a beaucoup de personnel féminin, mais quand on est mère de famille, etc. Comment on prend cette décision Alors, il y en a pas mal qui ont pris cette décision, évidemment, avec l'accord de leur conjoint ou conjointe et enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en plus du télétravail, il y avait aussi la scolarité des enfants à domicile, donc pas évident. Et puis après, il y avait plus une conviction de se dire « ouais, mais c'est une super idée, parce que c'est une expérience de vie que l'on va vivre qu'une seule fois ». Alors, il faut aussi savoir qu'au début, on n'était parti que pour 15 jours. Et vous êtes resté 47 jours. Mais bon, j'aurais dit on reste 47 jours, même moi je n'aurais pas signé. Hein, voilà. Mais finalement, vu la pandémie, on ne pouvait pas sortir avant, sinon le virus allait rentrer. Très bien. Et juste un mot, parce, la sortie, ça se passe comment? C'est comme quand on sort d'une grotte pendant 2 mois, on est complètement déstabilisé, ou on va dire la libération? Alors la sortie... Une capsule dans l'espace? Oui, ça a été horrible en fait. La sortie, on l'a fait le 4 mai, puisque le déconfinement était le 11 mai. Et je tenais absolument, déjà à titre individuel, vivre pendant une semaine ce que vous tous avez vécu. Puisque nous, pendant 47 jours, on ne s'est pas occupé des courses, donc la queue masquée, tout ça, on ne savait pas. Hein. On vivait vraiment sous notre dôme. Et vivre pendant cette semaine-là était vraiment pour nous très intéressant pour faire cet accompagnement psychologique de on se remet doucement à la vraie vie. Voilà. Après, il a fallu quand même beaucoup de temps pour que les confinés puissent à nouveau parler de cette expérience. Moi, je me sers parce que je trouve que ce qu'on a vécu, c'est formidable et surtout, par respect, c'est pour ça que j'ai amené la Crocs qui m'a habillée pendant 47 jours. Par respect du personnel qui a été vraiment fantastique, je continue à en parler. Voilà, pour pas oublier. Merci beaucoup. Merci, on peut vous applaudir. Donc voilà la Crocs. Une preuve de courage collectif, une expérience humaine inouïe. On l'a tous vécu quand même beaucoup moins intensément, mais d'une manière ou d'une autre dans les entreprises. Valérie Dixmier, vous êtes directrice générale déléguée de Somfy, donc grande entreprise multinationale, entreprise industrielle basée en Haute-Savoie. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous apporter un petit témoignage de cette période, on va dire mars-mai? Est-ce que vous avez fermé toutes les usines tout de suite? Comment ça a été organisé? Et vous étiez au front de par vos responsabilités. Oui, c'est moins spectaculaire que ce que l'autre Valérie vient de nous raconter. Donc c'est beaucoup plus classique aussi, ça se passe dans une entreprise. Donc c'est une multinationale, donc nous on a une exposition en Chine et notamment on avait l'Italie à nos portes. Donc nous le premier sujet c'était de vaincre le déni. Et on a tous vu la capacité extraordinaire de l'être humain à ne pas voir ce qui est sous nos yeux. Vous voyez, si vous étiez en Chine et en Italie, c'est sûr que vous étiez aux premières loges. Malgré ça, la capacité à écouter ce que nous disaient nos collaborateurs, nos directeurs d'usine, etc., en fait, elle était très faible. Donc il a fallu se battre un petit peu contre ce déni massif au sein du comité exécutif et puis pour faire mettre en place tout de suite les bonnes choses. Donc on a réussi à le faire et donc on est arrivé en fait dans la crise au moment du lockdown très préparé avec toutes les licences Teams qu'il fallait pour tous les collaborateurs. Enfin, et puis on avait déjà un accord de télétravail en place, donc la bascule a été assez facile. Alors le télétravail, on en parle beaucoup, mais quelle est la part des emplois chez Somfy qui sont télétravaillables, je puis dire? Parce que vous êtes quand même dans l'industrie. Oui, mais beaucoup dans la R&D, dont un gros 60%. D'accord. Voilà. Donc la deuxième chose, c'est le moment de vérité. Très vite, on a pris conscience que là, il se passait quelque chose de tout à fait inédit, qu'on n'allait pas pouvoir raisonner tout à fait comme d'habitude, et que
ce qu'on allait montrer à nos clients, nos fournisseurs, c'était clé pour toute la suite. Voilà, donc l'impératif, c'était de se mettre à leur écoute, d'écouter leurs besoins de trésorerie, enfin tout ce qui pouvait se produire, et aussi un engagement assez vite pris en fait, de tout faire pour ne pas fermer les usines. Ce qu'on a réussi à faire. Alors, avec rien n'est simple hein, dans ces moments-là, mais on a réussi en fait à embarquer nos partenaires sociaux avec nous. On est une entreprise dans laquelle le dialogue social a toujours... Enfin, c'est une entreprise qui a une fibre humaine extrêmement importante, un projet humain qui est vraiment au centre des valeurs de cette entreprise familiale, qui a une vision très long terme. Donc c'est vraiment cette chance de ce contexte d'entreprise familiale qui permet beaucoup de choses hein, dans ces moments-là. Et donc toute l'entreprise s'est mobilisée, les partenaires sociaux avec nous dans le CHCT pour mettre en place les mesures barrières, les tester, faire entrer les salariés par petits groupes de 10 chaque jour pour remonter en puissance. Donc là, il n'y a aucun site qui a été complètement fermé non, en fait. Jamais. D'accord. Jamais. Enfin, on a eu 3 semaines avec une production très basse, mais on est remonté au nominal en moins d'un mois, ce qui a été extrêmement positif. Quel est le moment, vous diriez, Martin disait, elle était dans son jardin, elle a eu tout d'un coup ce flash en disant mais je ne peux pas être dans mon jardin comme ça. Quel moment dont vous vous rappelez dans cette vie professionnelle incroyable de ces mois-là, est-ce qu'il y a eu un moment clé comme ça où vous vous êtes dit mais qu'est-ce qui se passe ou au contraire, est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, une réunion, une visite, votre patron de filiale chinoise qui vous a ouvert les yeux, les oreilles? Bon, la Chine, moi j'étais déjà bien branchée avec eux, mais à un moment donné, il y a un collègue au siège italien qui est venu me voir en me disant mais c'est fou. Enfin, lui, il avait sa famille, à l'autre côté des Alpes. Hein. Nous, on est à Cluses, près de Chamonix, donc c'est de l'autre côté hein, que ça se passe. Il dit mais c'est fou le niveau de cécité, de surdité, etc. Et là, pour moi, ça a été vraiment un déclic très fort. Et ça nous a fait gagner 6 semaines en fait. Mais 6 semaines, c'est énorme dans ces moments-là. Voilà. La deuxième chose importante qui s'est produite, c'est qu'on était on a déployé une nouvelle organisation totalement différente au mois de janvier. Donc on est passé par une organisation, on avait beaucoup de baronnies chez Somfy, une fédération d'entrepreneurs, et on est en train de construire une multinationale structurée, donc avec des fonctions globales, mondiales, etc. On a mis ça en place en janvier. Sans cette organisation, ça aurait été très difficile. Les gens ont acheté le modèle organisationnel parce que c'est celui qui nous a permis en fait, de faire face à la crise, d'avoir d'excellents résultats pendant toute cette période. Donc en janvier 2020, c'est une forme de hasard, quoi, de concomitance. On a eu beaucoup de chance d'avoir fait ça juste 1 mois et demi avant. Donc les gens se sont emparés de ce modèle qui a permis de casser en fait, tous les silos de l'entreprise, un modèle complètement fondé sur l'empowerment. Et là, en fait, on a libéré, c'est cette organisation qui a permis à chacun de s'exprimer et de jouer sa partition là où elle devait être jouée. Et ça a été un super entraînement pour la deuxième grande crise que nous connaissons, qui est la crise des composantes, qui est en ce moment. Voilà, on va y revenir. Olivier de la Clergerie, alors vous avez un parcours assez simple, si je puis dire. Vous avez créé LDLC avec votre frère, je crois, ou je ne sais plus qui a créé, enfin bref, en binôme. Vous êtes le directeur général de cette entreprise donc de distribution de high-tech et qui a aussi des magasins. Hein, on appelle ça multicanal, je crois, dans votre jargon. 1000 salariés à peu près. Donc on peut se dire de l'extérieur que ça a été une année formidable, hein, parce qu'on n'a jamais commandé autant de matériel sur les sites marchands dont le vôtre. On oublie un petit peu que ces sites, c'est aussi de la logistique et donc de l'activité physique en dehors des magasins. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est passé 2-3 moments clés où il a fallu faire preuve d'un courage individuel ou collectif? Alors, je ne vais pas redire ce qui a été vécu parce que dans l'entreprise, ça se ressemble effectivement beaucoup. D'abord, merci de me permettre de témoigner de ces moments. Je vais repartir sur la notion de courage et effectivement les points où je pense que le courage managérial a aidé l'entreprise, soit parce qu'il a été fait avant, soit parce qu'il a été fait pendant, mais a aidé l'entreprise à passer ces périodes de crise. Nous avons finalement passé la crise d'une manière
assez simple, alors que nous pensions que ça pourrait être extrêmement compliqué, parce que comme tout le monde, c'était absolument l'inconnu. Donc il n'y avait pas une recette magique ou quelque chose qui disait ça va être quelque chose de fabuleux. Comme tout le monde, on a entendu l'allocution du président qui disait les magasins fermés, etc. Et on se disait, ben voilà, il faut fermer, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y avait eu un vrai saut dans l'inconnu. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu un alignement quasiment instantané de l'ensemble des équipes grâce à une action qui a été menée très en amont par le groupe, qui était une action de remise de confiance en fait, auprès des personnes et de remettre vraiment le social et la confiance humaine dans l'entreprise. Confiance qui peut se perdre, hein, on peut se laisser embringuer sur un chemin sans s'en rendre compte en fait, mais il est important, là c'est du courage managérial, de se remettre sur le chemin qui compte pour les dirigeants, pour les fondateurs. Et finalement, pour nous, c'était un chemin de confiance, d'engagement de chaque salarié. Et c'est ce que nous avions fait les 2 années qui ont précédé cette crise particulière. Donc, lorsque nous sommes arrivés au moment de la crise, grâce à tout le travail et au courage qui avait été fait de vouloir se réaligner absolument sur la voie, si je dois paraphraser un petit peu ce qui a été dit précédemment, eh bien, en fait, le dialogue social était extrêmement simple, extrêmement fluide, la confiance était extrêmement forte et tout le monde s'est senti dans le même bateau. Il n'y avait pas de sujet sur qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit écouter, est-ce qu'il y a des dissensions. Non, il y avait un alignement complet des planètes sur les décisions à prendre, sur l'importance des décisions et sur le fait que qu'on soit dans les bureaux, qu'on soit dans la logistique, qu'on soit dans des magasins, tout le monde était concerné de la même manière. Alors, donc très rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'en une journée, les bureaux ont basculé de travail à télétravail. Quand je dis en une journée, c'est vraiment en une après-midi, avec une adaptation. Comme on avait confiance envers nos salariés, certains sont partis avec leur fauteuil de bureau. Enfin, on a laissé faire. Il n'y avait pas de notion de dire c'est important, c'est pas important. Les personnes disent j'ai besoin de ça pour travailler. Prenez, on vous fait confiance, absolument, vous avez besoin des éléments, prenez les éléments. Donc il y a vraiment une fluidité sur la mise en œuvre de ces aspects-là. On avait un accord de télétravail auparavant, bien sûr, ce qui aidait sur les points. Donc il y a vraiment eu cette fluidité et cet alignement d'accompagner toutes les personnes. On avait conscience aussi que certaines personnes n'avaient pas le choix, elles devaient venir travailler puisque le télétravail ne s'applique pas à tout le monde, il y a de la logistique. Alors oui, on a bénéficié d'un nombre de commandes extrêmement important, mais ce nombre de commandes important, c'est très bien, mais il faut les livrer. Sinon, en fait, il n'y a pas de vie économique au niveau de l'entreprise. Ça ne correspond à rien. C'est le paradoxe, c'est-à-dire que c'est une crise, alors que tout le monde est en crise d'activité, vous avez une crise de croissance. De suractivité, au moment même où on dit aux gens de rester chez eux, au moment même où on dit aux gens, on ne sait pas ce qui nous arrive, il y a une peur naturelle des personnes qui doivent venir sur place et qui disent, mais moi, je ne sais pas si j'ai envie de venir sur place. Est-ce que je dois faire confiance? Est-ce que il faut vraiment accompagner ces personnes au niveau de la peur, sachant qu'on ne voulait pas forcer les gens à venir, mais on voulait qu'ils viennent en leur âme et conscience. Donc on a aussi dit aux personnes, si vous ne venez pas, vous avez 100% de votre rémunération. On a complété le chômage partiel. Donc c'était un vrai choix personnel des personnes de venir. Elles avaient une vraie liberté de venir ou de ne pas venir sans que ça leur coûte rien. Pourtant, les gens se sont mobilisés vis-à-vis de l'inconnu, ils sont mobilisés derrière l'entreprise et ils ont absolument, je dirais, accompagné et permis à l'entreprise de faire face à cette suractivité. Et quand on parle de suractivité, on parle de 40% de croissance. Donc on n'est pas en train de parler de 2 ou 3%, on est en train de parler de quelque chose c'est un mur qui fonce vers vous, que vous n'avez pas prévu et que vous devez affronter dans des conditions extrêmement difficiles parce que tout le monde est dans l'inconnu. Enfin voilà, c'est vraiment le message que je veux faire passer par rapport à ça. Et le dernier point en termes de courage managérial, nous avions des pensées à ce moment-là de faire évoluer l'organisation managériale pour passer aux 4 jours travaillés au niveau du groupe. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu la crise que nous avons arrêté cet aspect-là. Et donc, durant l'ensemble de l'année 2020, nous avons négocié avec les partenaires sociaux et nous avons pu mettre en place ce changement d'organisation au niveau du groupe à partir de janvier 2021. Donc, l'autre élément du courage managérial que je voulais indiquer, c'est pas parce qu'on est dans un moment de crise où beaucoup de choses bougent qu'on en oublie nos propres convictions et qu'on dit ça y est, on met tout en pause et il faut plus avancer. Non, en fait, finalement, ça nous montre que
l'ensemble des collaborateurs sont extrêmement résilients. Quand il y a de la motivation, quand il y a de l'engagement et quand il y a du sens, on arrive à avancer. Et simplement, le courage managérial, c'est pas de mettre en pause, en fait. C'est d'avoir ce courage de dire il faut tenir le rythme. Merci beaucoup pour vos 3 témoignages. Alors, on rembobine. Donc, on est maintenant voilà, entre 2 vagues. Je ne sais pas très bien où on est, mais ça va mieux quand même. Qu'est-ce qu'il est resté de tout ça dans votre EHPAD? Et moi, j'avais une question très précise. C'est est-ce qu'il y a une différence de statut, on va dire, dans l'entreprise entre le héros, ceux qui se sont enfermés avec vous, et les autres? Est-ce que ça n'a pas un peu fait deux catégories dans le personnel? Alors, effectivement, pendant un certain temps, il y avait les confinés. Donc, on est resté 13 personnes à être confinées pendant 47 jours, et les masqués. Voilà, parce que nous, quand on a été confinés, on n'avait pas de masque, et ceux qui venaient de temps en temps travailler étaient masqués. Il y a eu effectivement une séparation liée aussi avec un peu de jalousie, parce que ce qu'il faut quand même retenir, et ça c'est l'essentiel, c'est que nous avons pu, à travers ce confinement, créer un lien. Mais si vous saviez comme il était génial ce lien avec les résidents et entre nous avec le personnel. C'est ce qui nous manque aussi aujourd'hui. Maintenant, j'ai vraiment plus le temps d'être en robe de chambre à 7h du matin pour prendre mon café avec les résidents, mais ça me manque terriblement, ça leur manque aussi. Voilà, il y a cette jalousie, on va dire, de cette connaissance et cette relation très particulière au niveau de l'humain. Après, le temps a fait son œuvre. J'ai été respectueuse des consignes de l'ARS. Donc, à la deuxième vague, nous sommes restés dans les rails. C'est-à-dire qu'après, le Covid, enfin la Covid est arrivée chez nous. Et aujourd'hui, mon établissement est à nouveau fermé. Voilà, parce que j'ai 4 cas de Covid sur des personnes qui ont reçu leur 2e dose. Voilà. Donc, ce que l'on a fait en 2020, c'est bien, mais la parenthèse est fermée. Et là, maintenant, je suis, comme toutes les directrices, avec une fatigue professionnelle pour l'ensemble du personnel et de moi-même, accessoirement, je compte un peu. Ensuite, voilà, c'est pas fini. La crise sanitaire est vraiment pas finie. On met tout en place pour préserver nos anciens, mais c'est très, très fragile. Les familles ne sont pas très respectueuses aussi. Hein. Voilà. Je crois qu'on peut vous applaudir parce que c'est vrai que la situation... On soupçonne pas comme... Enfin, si, on soupçonne justement comment la situation est encore très compliquée dans des établissements comme le vôtre. Et ça dure depuis près de 2 ans maintenant. Donc c'est pour le moins usant, j'imagine. Alors, dans vos entreprises respectives, quelles sont les traces, bonnes ou mauvaises, on va dire les cicatrices ou les traces qui sont restées? Est-ce qu'il y a, vous parliez aussi, vous aussi, de ceux qui ont été dans les entrepôts bosser, et puis ceux qui pouvaient, avec le même salaire, rester chez eux? Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu, est-ce que humainement, ceux qui ont fait preuve de plus de courage ne sont pas un peu jalousés par les autres? Comment ça s'est passé? On va dire le retour à la normale ou à la quasi-normale? Non, il n'y a pas eu de dissension ou de marque sur ces éléments-là, parce qu'en fait, comme il y avait un alignement derrière l'entreprise, les fragiles sont restés chez eux, mais globalement, personne n'a cherché à utiliser ce système-là. Et c'est des systèmes qu'on peut mettre en place justement quand on a une grande confiance avec l'état d'esprit des collaborateurs et le fait qu'on leur donne des clés et qu'ils sont capables de s'en saisir avec responsabilité. Et donc, à partir de ce moment-là, tout le monde regarde son voisin en se disant j'ai confiance en ce qu'il fait. Donc, s'il dit qu'il ne peut pas venir parce qu'il est fragile, parce que pour X raisons, en fait, ça peut être quelqu'un de fragile dans son environnement, etc., je n'ai pas à remettre en question ses propos. Et je respecte son choix parce que je pars du principe qu'il le fait en son âme et conscience et qu'il n'est pas en train de le faire pour prendre
quelque chose de supplémentaire ou d'abuser en fait d'un système qui est mis en place pour tout le monde. Et je pense que c'est ce qui est fondamental. Quand je disais le travail a commencé 2 ans avant, c'est ce travail-là en fait qui a commencé 2 ans avant et qui a permis finalement d'établir une confiance profonde entre l'ensemble des collaborateurs et qui fait que à ce stade-là, il n'y a pas de jalousie. Par contre, ce que la crise a permis de montrer, c'est l'importance de tous les collaborateurs. Souvent, on va avoir tendance à dire qu'il y a des collaborateurs qualifiés, des très qualifiés, des personnes qui travaillent en logistique qui ne sont pas forcément qualifiées. Mais sans ces personnes-là, en fait, on n'aurait pas passé la crise. Donc là où véritablement, je trouve que ça a été extrêmement positif, c'est que ça a revalorisé l'intégralité des collaborateurs et du rôle de chaque collaborateur, qualification ou non-qualification au sens du diplôme, j'entends, parce que des compétences, elles sont de toute façon présentes. Donc il y a eu une vraie remise en avant des compétences et derrière, on a accompagné ça par des vraies revalorisations salariales au niveau du groupe sur des postes qui étaient souvent délaissés parce que considérés facile à remplacer, entre guillemets. On sous-évaluait la compétence et l'implication des collaborateurs. On le savait au fond de nous, mais finalement, peut-être qu'on se voilait la face ou voilà, des habitudes. Donc ça a été, je dirais, l'élément le plus marquant et ce qui nous a appris beaucoup de choses pendant la crise, c'est l'importance de toutes les compétences au sein de l'entreprise et la manière de trouver les moyens de les valoriser correctement, sans créer des écarts de valorisation qui ne semblent pas justifiés. Alors, Bénédicte Smith, on va revenir ensuite sur la crise qui vous affecte aujourd'hui, qui est une crise de croissance ou de pénurie. Mais déjà, les enseignements, est-ce que vous partagez la vision d'Olivier qui a chez LDLC sur l'importance du lien de confiance? Est-ce qu'il y a un moment où il a été rompu ou menacé d'être rompu dans l'entreprise? Et sur les qualifications, on va dire la requalification des gens on va dire en première ligne, puisque c'était le terme consacré. Oui, complètement. Enfin, c'est une crise qui a comporté en fait énormément d'opportunités du point de vue de l'écoute managériale. Enfin, on a des managers, enfin, on a des projets comme tout le monde de transformer un petit peu la culture managériale pour avoir des managers plus à l'écoute, plus dans le lâcher-prise et de lâcher la bride et de permettre à leurs collaborateurs de s'exprimer, de prendre leurs responsabilités. Voilà. Donc tout ça, ça a été fait complètement naturellement dans cette période-là, parce que de toute façon, il n'y avait pas d'autre choix. Donc ça a été une superbe opportunité d'expérimenter tous ces nouveaux comportements. Et en fait, les bonnes pratiques du management à distance, ce sont les bonnes pratiques du management tout court. Donc c'est aussi simple que ça. Bah vous écoutez, c'est presque un lit de rose. Alors tout s'est bien passé. Vous avez perdu personne. Les gens étaient très motivés derrière leurs ordinateurs. Nous, on a cette chance-là en fait. D'accord. Oui. Écoutez, comme ça, on fait une année record avec un engagement des collaborateurs qui est au sommet. Des managers qui ont appris énormément pendant cette crise. Et d'un point de vue, on va dire, revalorisation de certaines fonctions, est-ce qu'il y a eu, alors puisque c'est vous qui gérez ça, qui gérez le niveau de la feuille de paie, est-ce qu'il y a eu des changements, on va dire, assez radicaux aussi dans la hiérarchie des salaires par rapport aux différentes fonctions? Non, parce qu'on avait déjà un grand respect de notre première ligne de collaborateurs. Ceux qui avaient peur quand on les a renvoyés dans les ateliers, enfin quand progressivement on les a fait à nouveau réintégrer leur poste de travail, non, on les a traités pendant la crise comme on les traitait avant. Mais c'est ça aussi la question qu'il faut se poser dans cette période, c'est qu'en fait, ces périodes sont le résultat de tout ce qu'on a semé avant. Voilà, donc nous, c'est vrai qu'on avait ce terrain très favorable aussi du point de vue de l'importance qu'on accorde à chacun des employés de Somfy. Donc ça s'est aussi très bien passé pour ça. En revanche, les bénéfices, c'est le projet managérial qui est quand même beaucoup plus intéressant pour les collaborateurs parce que là, il a été mis en pratique de fait. Voilà. Et deuxièmement, c'est le désilotage de l'organisation parce que ça, c'est quelque chose qu'on avait du mal, on avait du mal à aller au bout du geste sur cette question-là qui est clé. Dans ces crises-là, la transversalité dans l'entreprise, la coopération, c'est fondamental. Et donc ça s'est fait de facto. Et là, ça continue avec la crise des composantes exactement sur la même logique. Avec des dispositifs ad hoc particuliers, des war rooms, enfin des choses qu'on ne fait pas d'habitude, mais qui en fait sont en train d'installer des habitudes de coopération et donc de confiance, en fait, de
d'interactions différentes entre les uns et les autres, qui installent de la confiance, qui installent de la transparence et de l'authenticité. Et donc je pense qu'on gagne beaucoup dans le type de culture qu'on veut installer durablement dans l'entreprise. Merci beaucoup. Vous vouliez rajouter quelque chose, Olivier? Si c'est possible. Puis on va demander à Valérie de nous conclure en lui demandant 2-3 conseils. Je voulais juste rajouter, quand je parlais de revalorisation, c'est vrai qu'on pense tout de suite à la rémunération, mais ce n'est qu'un axe des éléments. Bien sûr qui compte. Hein. Il y a eu une revalorisation salariale, même si on traitait déjà bien les énorme. éléments. Hein. Je me permets de vous interrompre. Il y a ce matin un article, et on en parlait hier soir avec Marc, qui tient cet ensemble magnifique, et en particulier l'activité hôtellerie-restauration. Le patronat de cette branche-là a proposé 10,5% d'augmentation, hein, je dis bien 10,5%. Ils ne sont pas arrivés à un accord avec les syndicats qui demandent 30% d'augmentation. Donc, si vous voulez, sur certaines fonctions, en ce moment, il y a une tension absolument incroyable sur la rémunération. Hein. Donc c'est pour ça que j'avais axé là-dessus. On est bien d'accord. Et on est rentré sur des... Aujourd'hui, quand je parle de l'action, mais je vais revenir sur l'aspect compétence. C'est aussi la revalorisation, c'est aussi j'en parlais dans le fait de dire revaloriser les personnes au sens de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, montrer l'importance du travail, des compétences des collaborateurs, que tous les managers se rendent compte justement de l'interdépendance, et l'entreprise n'est pas une individualité, l'entreprise c'est un tout, et c'est bien parce que tous les acteurs de l'entreprise travaillent et vont de l'avant que finalement ça fonctionne. Donc la revalorisation, elle passe bien évidemment par la reconnaissance, enfin la valorisation passe par la reconnaissance salariale, c'est un élément, mais c'est aussi une reconnaissance humaine, et ça crée un sentiment d'appartenance qui est extrêmement fort. Donc vraiment sur ce point-là, je pense qu'il faut pas simplement se limiter effectivement à l'aspect salarial, même si dans la vie de tous les jours, c'est un élément qui est quand même prépondérant, on est bien d'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, je crois qu'on termine par vous, Valérie, sur vous. Alors, qu'est-ce qui a changé dans le fond par rapport, vous remettez en arrière, donc on va dire en février 2020, où tout allait bien. C'est vrai qu'on voyait de temps en temps des reportages sur la Chine, ou le fait que les gens aient une drôle d'idée de mettre des masques pour aller dans les magasins et supermarchés en Italie. Mais on ne s'y attendait pas du tout. Et par rapport à aujourd'hui, dans la façon de gérer vos équipes, est-ce que vous avez... D'abord, est-ce qu'il y a eu des revalorisations? Est-ce que vous avez... quels sont on va dire, les 2-3 enseignements que vous avez tirés de tout ça, d'un point de vue managérial et courage managérial? La qualité de vie au travail, les risques psychosociaux, ce sont les 2 thèmes actuellement sur lesquels je travaille énormément. La revalorisation salariale, l'État s'en est occupé, évidemment un peu trop tard. Hein. Entre nous soit dit, si je peux lancer un pic, donc d'abord ça a été au public. Nous on est une association, donc pendant un certain temps tout le personnel soignant est parti dans les hôpitaux. Voilà, donc on a une grosse pénurie d'infirmières, d'aides-soignantes. Voilà, ça c'est pas nouveau, hein. Dans les EHPAD on est décrié pour ça. Mais travailler sur la fidélisation, c'est pas uniquement donner de l'argent. Hein. Donner de l'argent, c'est bien, évidemment. Par contre, se sentir accueilli dans une entreprise, enfin, ou dans un établissement, c'est vraiment très important. Donc, on a retravaillé aussi l'intégration du nouveau collaborateur. On a travaillé sur la notion... moi, j'ai été éduquée, ça fait 30 ans que je suis dans les EHPAD, en disant la vie privée, ça se laisse à la porte. Là, maintenant, tout ce qui se passe chez toi, ça ne nous intéresse pas. Je suis devenue assistante sociale aussi, d'accord ? Je reçois en pleine figure toute la détresse du personnel. Donc ça aussi, il faut guider chaque collaborateur vers le haut, en disant « Ok, tu as un souci de logement, écoute, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Tu as un problème avec ton enfant, je vais voir. » Mais ça prend du temps énorme. Mais qu'est-ce que c'est bien quand après, la situation est arrangée, puisque la personne sera sereine et pourra vraiment donner
tout le côté humain que l'on attend dans notre service de médico-social quatrième âge, entre guillemets. Mais voilà, les résidents, ils n'ont pas demandé à venir chez moi, à part 1 ou 2 par accident. Mais sinon, tout le reste, ils ont été contraints et forcés. Mais voilà, on est là pour leur apporter de la dignité, de l'amour aussi, beaucoup. Mais pour ça, en tant que directrice, j'aime le personnel, c'est évident. Voilà, merci beaucoup. Merci de vos témoignages.